Je me souviens de ma dernière venue à Tunis et d'avoir été extrêmement impressionnée par cette équipe de jeunes pédopsychiatres, et notamment de jeunes pédopsychiatres avec beaucoup de femmes, dont j'avais admiré l'enthousiasme, l'investissement et l'extrême professionnalité. Donc, vraiment, je regrette beaucoup de ne pas être avec vous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des interventions précoces chez l'enfant avec autisme et dans quelque chose qui a à voir avec un changement de paradigme. En effet, les dernières nouveautés et publications internationales nous montrent qu'on est passé d'une première génération d'interventions basée essentiellement sur les techniques comportementales développées dans les années 80, avec des prises en charge précoces, intensives au 1 pour 1, où le but était d'apprendre de nouvelles compétences pour l'enfant dans un environnement simplifié et avec comme comportement cible, avec comme but de diminuer les comportements autistiques cibles. Mais les limites de ces publications, c'était qu'elles étaient validées sur très peu de patients, plutôt d'un bon niveau intellectuel, et que la difficulté de généralisation des enfants ne permettait pas de conclure. Une deuxième génération d'interventions est arrivée, les interventions comportementales intensives et précoces, inspirées de la BA dans les années 2000, plus précoces, avec toujours un clinicien par enfant, mais cette fois-ci, l'objectif était de viser les caractéristiques centrales de l'autisme, l'interaction et la communication sociale réciproque en difficulté. De la même manière, un certain nombre de limites dont le contraste entre les stratégies d'apprentissage dans des contextes structurés et ce qui était donné dans les sciences développementales n'a pas permis de conclure. Enfin, cette troisième génération, ces interventions comportementales, développementales et naturalistes, développées dans les années 2010, sont basées sur des interventions médiées par les pairs ou par les parents, dans un contexte beaucoup plus naturel et où la cible, c'est des compétences développementales, la cognition sociale, le langage, le jeu, la motricité fonctionnelle, afin de généraliser ces comportements cibles et d'avoir un engagement de l'enfant. De larges méthodes ont été proposées, je vais vous en parler, et avec quelques réserves, notamment celle de Motron, qui dit que cette approche est centrée sur des prérequis normocentriques qui ne sont pas spécifiques des enfants avec autisme. Alors, ces études qui ont essayé de mesurer l'efficacité de ces interventions, une première publication Cochrane de 2018, qui évalue les EIBI, a recensé toutes les publications qui avaient fait des études randomisées contrôlées d'enfants entre 30 et 41 mois. Ils ont retenu 5 études et ils ont montré que ces interventions améliorent le comportement adaptatif, le QI, le langage expressif et réceptif, mais tout ceci avec une faible évidence, quand notamment ils essayent d'éliminer les biais, mais pas la sévérité des symptômes, ni le comportement des enfants autistes. En revanche, la synchronie parent-enfant et les compétences langagières et la communication sociale de l'enfant sont améliorées. Une deuxième méta-analyse, toujours 2018, qui a essayé de comparer si les interventions individuelles versus interventions de groupe étaient préférables chez l'enfant avec autisme. Et leur conclusion est que les interventions individuelles, et pas celles en groupe, une fois qu'ils ont éliminé les biais, ont une efficacité sur la réciprocité des interactions sociales, la synchronie parentale, mais aucune des deux types d'interventions n'ont d'effet sur les autres mesures, c'est-à-dire l'intensité des symptômes ou les troubles du comportement. Une autre méta-analyse qui vient de sortir en 2021, qui ont évalué ce qu'ils appellent les traitements compréhensifs précoces. Ils ont évalué de la même manière 18 interventions, dont 12 EIBI et 2 Early Start Denver Model. Et ils ont trouvé que pour toutes ces interventions, les symptômes de l'autisme et le langage étaient améliorés, avec un effet un peu plus marqué sur le quotient intellectuel pour le modèle de Denver et un effet plus fort sur la réduction des symptômes autistiques pour les early interventions, les interventions précoces et comportementales de deuxième génération.
Mais surtout, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les interventions qui incluent les parents, qui sont donc plus intensives et plus longues, améliorent plus le QI et le fonctionnement adaptatif social. Donc, les interventions avec les parents intensives et durables sont plus efficaces. Sally Rogers, en 2014, rappelait les 5 composantes principales des interventions précoces chez les enfants à risque en général de troubles du neurodéveloppement, notamment les enfants avec déficience intellectuelle ou prématurité, et des enfants qui sont en général peu évalués, pour lesquels les interventions sont peu évaluées. Ces 5 trépieds, si je puis dire, ces 5 quintes à pied, concluent le coaching parental quotidien, la fréquence et la durée des interventions, des activités individualisées sur mesure pour rencontrer les besoins de chaque individu, vraiment ciblées au cas par cas, le fait de commencer les interventions aussi précocement que possible et là encore, augmenter la sensibilité parentale et la réponse aux signaux de l'enfant, c'est-à-dire la capacité des parents à repérer ce qui ne fonctionne pas dans l'interaction sociale. Et vous voyez qu'on va progressivement vers des cibles de plus en plus ancrées dans l'interaction, c'est-à-dire le cœur des symptômes de troubles du spectre de l'autisme, et qui mobilisent les parents comme les partenaires princeps, ceux qui sont les experts de leur propre enfant. Cette dimension avait été jusqu'ici assez sous-estimée. Géraldine Dawson nous rappelle que les facteurs de risque sont bien entendu les gènes de susceptibilité et d'autres risques chez les personnes autistes qui produisent des patterns altérés d'interaction entre l'enfant et son environnement et conduisent par leur pérennisation au développement de circuits neuronaux qui sous-tendent et entretiennent le symptôme autistique et le syndrome autistique. Et donc ces gènes de susceptibilité en boucle interactive négative, leur expression est augmentée par ces patterns d'interactifs négatifs qui vont entraîner ce développement anormal. D'où l'idée que les interventions seraient ciblées sur des patterns adaptés d'interaction entre l'enfant et ses parents afin de rompre ce cercle négatif qui vient entretenir les circuits neuronaux anormaux. Donc, ces facteurs génétiques qui induisent certaines maladies produisent ces symptômes autistiques et l'idée, c'est vraiment que par stimulation de l'interaction et par une cible qui est interactive, par voie, on va dire, épigénétique, quelque chose non seulement stoppe ce cercle vicieux d'entretien des troubles de l'interaction, mais viennent de manière rétrograde par influence sur l'expression de ces gènes, modifier à la fois l'expression de ces gènes altérés et diminuer, on va dire, ne pas aggraver les dysfonctionnements des circuits neuronaux qui sous-tendent cette pathologie. Une autre étude Cochrane, là, vraiment basée sur les interventions ciblant les parents, ont montré que ces interventions amélioraient ce qu'on appelle les compétences proximales, c'est-à-dire celles qui étaient directement la cible de l'intervention, comme l'interaction parent-enfant, dont notamment la synchronie, la capacité de répondre de manière tout à fait accordée à l'enfant, mais aussi les compétences langagières et la communication sociale de l'enfant. De la même manière, non seulement ces études ont des effets sur ces indicateurs proximaux, mais distaux, c'est-à-dire la résultante sur le plan symptomatique ou syndromique, comme le langage réceptif et la sévérité des symptômes autistiques. Néanmoins, dans ces études, il n'a pas été possible de montrer si ces améliorations distales étaient dues aux interventions avec les parents ou pas, et ça reste un pan de la recherche qu'il faut développer. Une autre étude. Dans cette étude, 3 résultats sont tout à fait étonnants et en rupture avec ce qu'on connaissait des interventions précoces chez les enfants autistes. Le premier résultat, c'est que les enfants avec des compétences moindres font des progrès plus importants dans certains domaines, notamment le langage expressif et les capacités communicatives, alors qu'on savait que les interventions précoces, et notamment comportementales, et notamment l'ABA, avaient montré des gains plus significatifs avec les enfants qui n'avaient pas de déficience intellectuelle. Deuxièmement, les familles les plus défavorisées, avec un niveau de stress plus important, bénéficient davantage des interventions à domicile que les familles plus favorisées. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important par rapport à ces familles qui
qu'on a parfois du mal à atteindre et du mal à faire adhérer à un certain nombre de programmes d'intervention. Et puis le troisième élément, très important, même une intervention d'intensité faible, c'est-à-dire former des parents à promouvoir cette communication adaptée et consolider cette formation sur 12 mois, montre des gains significatifs sur les symptômes autistiques, du langage expressif, de l'initiation de la communication et dans l'interaction, alors que je vous rappelle que les interventions comportementales, qu'elles soient de première ou deuxième génération, préconisaient une intensivité avec 20 heures par semaine, ce qui non seulement est difficile à mettre en place, mais a un coût exorbitant. Donc, d'autres publications, dont une qui est parue dans PLOS Medicine très récemment, a essayé également d'évaluer les interventions parentales qui, donc dans les 3 premières années de la vie chez les enfants avec autisme. Ils ont donc passé en revue 102 études randomisées contrôlées avec des interventions parentales chez les enfants de 3 ans. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les interventions parentales ont un effet sur le développement cognitif, du langage, du développement moteur, socio-émotionnel, de l'attachement de l'enfant et réduisent les problèmes de comportement. Elles ont aussi un effet sur les connaissances et les pratiques parentales et les interactions parents-enfants, c'est-à-dire accroître la connaissance par le parent de l'autisme et de ses effets sur la relation a un effet. Il n'y a pas de diminution des symptômes dépressifs parentaux et les effets sont plus marqués de la même manière que la méta-analyse de Uno sur le développement de l'enfant et les pratiques parentales dans les pays qu'ils appellent Low and Middle Outcome. Et ça, c'est aussi important parce que ce sont des interventions qui sont moins intensives et qui donnent aussi un espoir pour être implémentées dans des pays qui n'ont pas forcément la même infrastructure médicale. Les effets sont plus marqués sur le développement cognitif de l'enfant, les connaissances et pratiques parentales et l'interaction parent-enfant pour ces programmes qui ciblent ce qu'on appelle le responsive caregiving, c'est-à-dire la capacité des parents à répondre de manière synchrone, adaptée, plurimodale aux difficultés de l'enfant. Et enfin, ni l'âge de l'enfant, ni la durée de l'intervention, ce qui est un peu étonnant, ni le setting, c'est-à-dire qu'il soit à domicile ou les différents types d'interventions, ou en essayant de réduire les risques de biais de l'étude, ceci n'a pas d'effet n'a pas d'influence sur les effets qu'ils retrouvent. Donc encore, des études tout à fait encourageantes sur les interventions parentales. Eh bien, je crois qu'on assiste à un changement de paradigme vers des interventions parentales précoces dans l'autisme. Et au-delà, j'y reviendrai sur les pratiques en pédopsychiatrie. Si bien que la Caisse nationale de solidarité et autonomie, la CNSA en France, qui établit des guides d'intervention et qui en a été établi en 2016 un appui pour l'élaboration de réponses aux besoins des personnes présentant un TSA, a recommandé de la guidance parentale avec 3 types d'actions: accompagner les parents pour mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant et la nature des techniques qu'il faut mettre en place, valoriser, renforcer et faire émerger les compétences éducatives parentales, s'ajuster au handicap, stimuler et généraliser, et vous verrez que d'autres interviennent au-delà de compétences éducatives. Et enfin, favoriser des espaces de parole individuels et collectifs pour les membres de la famille, s'ils souhaitent et s'ils en ont besoin. Et ça, c'est quelque chose de nouveau aussi vers les recommandations, même si, bien entendu, l'accompagnement des familles était toujours promu. Alors, un certain nombre de modèles d'intervention, je vais vous en citer quelques-uns, apparus effectivement dans les 2 dernières décennies, ont déjà été mis en place, et surtout dans la dernière décennie. Le Stepping Stones Triple P, les Incredible Years, le Focus Playtime Intervention, les Early Social Interaction, le modèle des Palaces, et puis PACT et guidance interactive, qui sont des méthodes de vidéo feedback sur lesquelles je m'arrêterai un petit peu plus. Alors, le programme des années incroyables a été établi d'abord de manière non spécifique aux troubles du spectre de l'autisme, en mélangeant des interventions directes et des interventions parents-enfants. Donc, ce sont des interventions de groupe qui encouragent les relations positives parents-enfants, avec des séances, vous le voyez, hebdomadaires, et enseignent, et c'est là-dessus que je reviendrai aussi, enseignent aux parents
Comment jouer avec les enfants, c'est adressé à l'enfant, mais avec un focus sur des stratégies qui vont encourager les interactions de l'enfant, développer les compétences sociales et de régulation émotionnelle et utiliser ce qu'on appelle la discipline positive pour poser des limites et gérer des conduites problèmes. Une deuxième technique, les interventions qui sont centralisées sur des moments de jeu, avec un modèle théorique qui est d'améliorer l'engagement partagé et le plaisir que les parents d'enfants autistes perdent parfois dans le jeu, dans les interactions, encore en enseignant aux parents des stratégies pour synchroniser attention et langage aux actions de jeu de l'enfant. Vous voyez encore une fois 12 séances par domicile hebdomadaires d'1 h 30 avec d'abord une séquence de jeu et puis ensuite un volet éducatif avec un certain nombre de sujets dans un ordre précis, comprendre les compétences communicationnelles, déterminer des buts durant le jeu, développer des stratégies pour promouvoir le jeu. Enfin, l'idée, c'est de promouvoir le jeu coordonné avec des jouets entre parents et enfants. Et ils ont pris un groupe contrôle qui consistait en 4 séances de supervision. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y a un effet de la réponse parentale aux actes initiés par l'enfant, ici groupe contrôle, ici le groupe intervention, mais qui n'est pas complètement maintenu dans le temps, qui reste encore différent, mais qui décroît un peu. Et il semble ne pas y avoir d'effet de traitement sur le devenir de l'enfant, mais il y a un effet des 2 interventions sur la cognition, c'est-à-dire pas d'effet sur les symptômes autistiques, mais un effet sur le langage expressif, réceptif et la réception visuelle. Un autre modèle, l'interaction précoce et sociale, qui se base sur la communication sociale, la régulation émotionnelle et les supports transactionnels. Ça, c'est une prise en charge individuelle, un peu plus intensive, 3 séances par semaine, dont 2 à la maison, sur 6 mois, puis l'entretien, 2 séances par semaine pendant 3 mois, qui vise à généraliser, avec des séances d'intervention qui révisent, mettent à jour, pratiquent des soutiens et des stratégies dans différentes activités et vont aider les parents à résoudre les problèmes et à planifier comment ils vont intervenir. Donc, c'est un modèle de coaching, encore une fois, d'apprentissage et de conseil collaboratif en 4 étapes. Identifier ce qui fonctionne, et cette idée de partir de ce qui fonctionne, elle est importante. Une pratique guidée avec le parent qui a un rôle actif, on lui fournit des commentaires, mais elle est dirigée par le caregiver avec un feedback, et à un moment, l'intervenant se retire pour obtenir l'indépendance du caregiver. Ils ont évalué ça avec un groupe contrôle, 1 séance par semaine avec 9 sujets mensuels, à la fois une rencontre pédagogique et puis des groupes de jeu. Ils parlent avec les intervenants et ils développent des stratégies pratiques. Et de la même manière, ils ont montré qu'en individuel, c'est-à-dire dans l'intervention, il y a un effet sur la communication sociale, la vie quotidienne et les compétences sociales qui sont évaluées par un tiers, donc par les outils CSBS, ADOS, la Vineland et les échelles de Mellen, alors que la prise en charge du groupe témoin montre qu'il n'y a soit aucun changement, soit une aggravation significative sur ces compétences. Le programme PALAS, qui n'a pas encore été évalué, qui est une intervention de groupe sur 12 séances hebdomadaires, sur des enfants de 2-8 ans qui présentent ou un TSA ou un retard de langage, essaie de promouvoir la régulation émotionnelle et les compétences sociales des enfants et les compétences linguistiques. C'est pour les aider à entrer à l'école. Avec des techniques collaboratives qui vont de la même manière mettre en avant les compétences des parents et leur permettre d'en acquérir de nouvelles. Avec des facteurs de discussion, facilitateurs de discussion de groupe. Pourquoi c'est important dans la parentalité de discuter de ça? On va observer des vidéos d'interaction et identifier les principes d'apprentissage clés, et puis mettre en place des jeux de rôle, répéter les techniques, donner des devoirs, donner des documents, des appels téléphoniques hebdomadaires. Donc, je pense que cette technique, elle est en cours d'évaluation. Et puis, des interventions plus basées sur les interventions familiales, à la fois soit des interventions comportementales précoces, soit directes auprès des parents, soit des programmes qui visent le stress parental et le bien-être des parents et le fonctionnement adaptatif des parents. Les résultats sont encore partiels. L'importance, les interventions qui ciblent directement le bien-être des parents
sont effectifs seulement s'ils sont dispensés parallèlement aux interventions centrées sur l'enfant. Donc, ce sont des interventions qui viennent en appoint et en partenariat clinicien-parent. Mais surtout, je voudrais m'arrêter sur les techniques en vidéo-feedback qui ont, elles, montré une efficacité bien supérieure. Et je vous en montre un certain nombre, des publications qui remontent à 2010-2013. La première, je vais y revenir avec le VIPP, Video Interactive Positive Parenting, qui, sur des enfants petits, ont eu des effets sur l'intrusion parentale, le sentiment d'auto-efficacité, et à long terme, mais 3 mois, l'initiation de l'attention conjointe par l'enfant. L'équipe de Jonathan Green, qui a pratiqué le VIPP chez des bébés à risque, vous voyez 12-14 mois, mais pas encore autistes, donc des bébés à risque dans les fratries, ont montré de la même manière qu'à la fois sur l'interaction parent-enfant et les symptômes de TSA, et à relativement long terme, il y avait un effet important. Je vous remettrai ces documents si nécessaire, je ne vais pas les détailler. Le PACT, Preschool Autism Communication Therapy, qui est une technique qui a été répliquée, d'abord évaluée chez des enfants entre 2 et 91 mois, et réévaluée à 6 ans, surtout à long terme, qui ont montré une efficacité importante, j'y reviendrai. Surtout, cette recherche a montré que la communication de l'enfant qui s'améliore, elle est bien due à la réponse parentale synchrone. C'est-à-dire que c'est bien la cible de l'intervention qui entraîne l'amélioration et que l'amélioration de la communication de l'enfant est responsable des changements symptomatiques. Ces études ont été répliquées dans des pays en dehors des pays anglo-saxons occidentaux. Et puis enfin, une étude qui vient de paraître en septembre de White House, toujours avec l'équipe de Jonathan Green, a montré que la VIPP adaptée à l'autisme avait des effets très importants sur des fratries d'enfants autistes, c'est-à-dire à risque, des enfants de 9-14 mois, diminuer le taux d'enfants avec TSA 6,7 versus 20,5% à 3 ans et diminuer les symptômes de TSA chez les autres. En conclusion, ces études en vidéofeedback sont très efficaces et c'est lié à la cible proximale du traitement, c'est-à-dire à ce qui est ciblé, l'interaction parent-enfant et à des effets à long terme. Alors, je vous présente un tableau qui n'est pas lisible comme tel, qui présente ces 3 techniques, la VIPP, le PACT et la thérapie de guidance interactive que nous pratiquons. Et je vais surtout vous montrer, vous parlez de celle-là, celle que nous pratiquons ici à Necker, mais vous montrer les grandes différences. La grande différence, c'est que cette première théorie de VIPP, cette première VIPP est basée sur la théorie de l'attachement, alors que le PACT est basé sur les théories de la communication et la thérapie de guidance interactive sur des théories plurielles, systémiques, attachement et communication. En revanche, ce qu'elles ont de commun, c'est de travailler sur l'interaction parent-enfant, mais surtout la sensibilité parentale de repérage des symptômes de l'enfant, réduire la dysynchronie dans un contexte d'interaction et aider les parents à aider leur enfant et à avoir du plaisir. Donc, la cible est la même, mais ce qui est tout à fait différent, c'est que les thèmes, à la fois dans la VIPP et le PACT, sont des séances qui sont ciblées a priori avec des thèmes qui vont venir progressivement, l'attachement et l'exploration pour la VIPP, la hiérarchie de compétences développementales pour le PACT, alors que dans la thérapie de guidance interactive, un focus thérapeutique sur lequel je reviendrai et qui est déterminé dans l'ici et maintenant va être développé. J'ai mis aussi le niveau de preuve et le détail de ces techniques. Ce tableau est à votre disposition. Tout ceci pour vous remontrer combien le PACT a un effet à long terme, même si la proportion de comportements synchrones a diminué, mais sur la dose et les initiations de l'enfant, cet effet est valable à long terme. C'est très important. Donc, l'amélioration de la synchronie communicative du parent en réponse à l'enfant augmente l'initiation de la communication sociale de l'enfant qui va lui-même améliorer la symptomatologie autistique.
L'intervention en thérapie de guidance interactive est tout à fait particulière. Vous avez ici les représentations de l'enfant, les comportements de l'enfant et du parent et les représentations parentales. Là, quand le thérapeute psychanalyste, par exemple, travaille essentiellement sur les représentations parentales. Ce que va faire le comportement, la thérapie de guidance interactive, et bien entendu un peu sur le comportement parental. La guidance interactive va partir du comportement, de l'observation du comportement qui est la source, et par l'analyse de la vidéo qui ne retourne pas directement sur le comportement parce qu'il n'est pas observable, puisqu'une fois qu'il s'est passé, il n'est plus visible, et bien entendu, par retour vers l'expérience subjective, va permettre aux parents de voir lui-même quel est le comportement qui marche et qui va essayer de généraliser. Le focus, qui est la spécificité de la guidance interactive, c'est de partir des plaintes du parent et des symptômes de l'enfant, d'analyser les interactions dans une séance de jeu qui précède la séance, de questions qui sont toujours les mêmes après le jeu, et à partir de là, des objectifs vont être fixés en sélectionnant les extraits à visionner. Et le focus, c'est ce pattern interactif parent-enfant qui est dysfonctionnel, non pas à cause du parent, bien entendu. On n'est pas là pour essayer de changer le fonctionnement avec des parents qui seraient dysfonctionnants, mais la nature des troubles autistiques de l'enfant rend ces enfants énigmatiques. Et ce pattern est relié aux symptômes ou aux problèmes et en co-construction avec le parent, et c'est vraiment important, le parent est le propre acteur de son intervention, et bien la co-construction va être proposée aux parents. Le thérapeute va se focaliser autour d'une thématique qui va évoluer autour de la guidance, qui se pratique par des séances tous les 15 jours, pareil que le VIPP et le Pacte, sur 10 à 12 séances avec des séances d'entretien. J'aurais bien aimé vous donner quelques vidéos de guidance interactive qui sont plus parlantes que ce que je peux vous dire, mais le temps est venu pour moi de conclure et il m'est difficile de passer des vidéos sur Internet. Donc pour conclure, vous voyez qu'on va vers des interventions centrées sur les parents, l'interaction parent-enfant précoce et moins intensive qui marche chez l'enfant en difficulté cognitive et qui marche dans un contexte moins favorisé, vers un changement de nos paradigmes généraux en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et un récent congrès de l'Association européenne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, la section française, a montré que vraiment, on est passé de pédopsychiatres qui avaient le savoir et qui venaient éduquer, enseigner les parents, vers un partenariat sans hiérarchie des connaissances, sans hiérarchie de l'expertise, avec un partage et une co-construction du savoir détenu sur l'enfant par le parent, du savoir détenu par l'intervenant en santé mentale, par le professionnel, et de cet échange fécond, construit, maïotique, et qui permet, comme vous l'avez vu, des progrès spectaculaires et qui comble les parents quand leur enfant est capable de leur dire « maman ». Et je conclurai par cet exemple, une maman n'avait pas entendu sur un épisode d'interaction que son enfant l'appelait maman. Je l'ai repassé 3 fois et à la fin, elle a dit oh, « mais il me reconnaît ». Et à la séance d'après, elle est arrivée en disant « ça a tout changé. Quand j'ai compris que mon enfant me reconnaissait, ça a changé complètement l'interaction que j'avais avec lui ». C'est sur cette vignette clinique que je terminerai. Je vous remercie beaucoup de votre attention et encore de votre invitation et j'espère la prochaine fois nous serons ensemble pour que nous partagions ces vidéos et ces expériences de guidance interactive.